Paysage numéro un. Oui. Alors, c'était, oui, ça c'est une œuvre importante dans le sens que c'est une commande pour la biennale, première biennale du NTT Intercommunication Center de Tokyo au Japon. C'était vraiment une organisation très bien dotée qui était financée par un mécène qui est le NTT, la compagnie de téléphone japonaise. Et c'était sur invitation. Donc, ils ont demandé à des commissaires dans une vingtaine de pays d'identifier des artistes qui seraient invités à participer à la biennale. Puis moi, Louise Dompierre, qui était leur contact pour le Canada, m'avait nommé avec David Rockaby, je crois, pour État des artistes canadiens, qui seraient invités à réaliser une œuvre. Et avec un budget très, très important à l'époque, 125 000 de budget et une année pour réaliser une œuvre qui serait présentée dans le cadre de la biennale. Et, donc, moi, j'étais dans après Portrait numéro 1, j'ai fait une série de portraits de groupe. Et puis, j'avais réussi à synchroniser mes 4 personnages pour qu'ils parlent ensemble sur des écrans différents. En tout cas, on avait une belle mécanique interactive à plusieurs personnages. Puis le prochain projet, je voulais sortir mes personnages, parce que jusque-là, ils étaient présentés comme des réflexions dans une galerie. Donc, les écrans cachés dans le plafond, plaques de verre, et donc ils apparaissaient comme des réflexions, Pepper's Ghost, entre guillemets, là, devant nous. Et ils se parlaient entre eux, puis on pouvait parler avec eux, puis c'était bon, une belle mécanique. Pour le prochain projet, je me dis, je vais amener mes personnages ailleurs, dans la nature. Et là, j'ai tourné mon projet Paysage numéro 1, parce que pour moi, c'était comme un nouveau départ. Parce qu'en peinture, il y a des grands genres. Il y a le genre portrait. Genre portrait, il y a toute une histoire du portrait en peinture. Et puis un autre grand genre, c'est les paysages. Donc, je me suis dit, j'ai exploré le genre du portrait. Maintenant, je vais explorer le genre du paysage, mais à travers le portrait. Donc, j'ai dit, mes personnages, maintenant, ils vont être situés quelque part. Et donc, j'ai trouvé un magnifique espace au pied de la Croix, sur le Mont-Royal, ici à Montréal, où on a tourné un genre de remake du Déjeuner sur l'herbe de Manet. Ça, c'est un tableau intéressant parce que tu as des gens qui font un pique-nique et puis dans la nature, et puis il y a les personnages féminins qui sont nus. Mais pourquoi ça, je n'ai pas de réponse, mais ça n'a pas d'importance, en tout cas dans mon projet, qui regarde le spectateur. Donc, ce qui établisse un lien entre le spectateur et la scène, comme s'il nous invitait à l'intérieur. Moi, un peu comme pour Mona Lisa, avec lequel j'avais envie de créer une conversation, je me suis dit, je vais m'inviter dans le portrait, dans le tableau. Alors, j'ai créé des personnages qui font sur le Montréal, qui viennent faire un pique-nique, des amis qui viennent les visiter. Et à travers la relation qu'on développe avec chaque personnage, on pouvait explorer le territoire. Donc, le sujet, c'était plus tellement les personnages eux-mêmes que l'espace dans lequel ils habitent. Et eux nous invitent à visiter cet espace. Donc, paysage numéro 1, parce que c'était le premier paysage, première installation vidéo interactive dont le sujet était le paysage. Puis ça, c'est un projet, bon, c'est un très beau projet qui a gagné le premier prix de la fameuse biennale. Donc, le travail a été présenté là-bas pendant plusieurs années, puis ensuite a été intégré dans la collection du NTT et a beaucoup circulé ensuite dans le monde suite à ça. Donc, ça m'a lancé sur une autre piste où là, j'ai commencé à développer le Panoscope, qui était mon dispositif de projection immersive monocanal, parce que la difficulté avec Paysage numéro 1, c'était qu'on a tourné ça à 4 caméras. Donc, t'imagines, 4 caméras, chacune va chercher 90 degrés pour avoir un 360 complet. Ensuite de ça, donc, le montage à 4 canaux. Donc, c'est faisable, mais c'était très compliqué comme production. Puis nous, et lourd, puis nous, on n'a jamais eu les budgets du cinéma ou des grosses productions. Fait qu'il fallait trouver des façons plus simples de tourner ce genre de projet-là. Et donc, l'idée, c'était de réduire le nombre de caméras pour tourner à une caméra et un projecteur pour simplifier à la fois la production, la post-prod et la présentation de ces choses-là.
Parce que moi, à 14 ans, j'avais vu, comme toi peut-être, Robert, Expo 67, le pavillon du téléphone, là, et je m'étais dit, bon, ben, on va voir ça de notre vivant, c'est tellement fabuleux. Et, mais non, c'était encore un médium très, très coûteux à l'époque. C'était tourné, je pense, à 12 caméras, présenté à 12 projecteurs. C'était très, très lourd comme mécanique. Donc, c'était un truc de foire internationale ou tout ça. Alors, ben nous, avec l'évolution des outils informatiques de tournage, de montage, on pouvait, là, tout à coup, en 1998, 1999, l'apparition des caméras numériques haute définition faisait qu'avec une seule caméra, on pouvait avoir assez de résolution, donc assez de pixels pour étirer ça au-delà du cadre, tu sais. Non seulement dans un champ de vision, mais partout, aux côtés, derrière nous, parce que pour moi, c'était très important qu'il y ait des choses autant derrière nous que devant nous pour libérer le spectateur. On n'est plus assis sur notre chaise devant l'écran. On est debout, puis il y a des choses, puis on choisit comment on utilisait notre point de vue. Donc, ça donne les panoscopes. Donc, Paysage numéro 1, c'était le premier d'une série qui a continué à se développer pendant une vingtaine d'années, dans une dizaine d'années par la suite. Ouais. Où es-tu? Where are you? 2004, 2005. T'es où? Ouais. Alors là, ça c'est intéressant. Après, donc, Paysage numéro 1, qui invitait des gens, qui nous mettait en lien avec des personnages qui, cette fois-là, étaient campés dans un paysage qui était le Mont-Royal. Donc, ça m'a amené à faire ce qui s'appelle Le Visiteur, The Visitor, que j'ai fait aussi dans le cadre d'une résidence d'artistes au Japon, qui est une autre fiction, mais cette fois-là, c'était une fiction interactive et immersive, où on était exposé, au fond, à mon expérience au Japon. Tu es dans un pays que tu ne connais pas, tu ne parles pas la langue, tu essaies de savoir où tu es, de rencontrer des gens, de développer des relations, et puis de vivre, de faire une vie là-bas. C'est un peu ça que le projet proposait. Mais une fois que j'ai eu ce dispositif de projection immersive monocanal, je me suis demandé où je pouvais aller plus loin, comment je pouvais aller plus loin. Puis je me suis dit que ça serait intéressant d'en faire un espace de rencontre, c'est-à-dire, oui, de rencontre, mais surtout où est-ce qu'on est exposé à un monde non familier, fait d'images. Puis c'est un peu là que commence tout mon projet là, que j'ai appelé pendant longtemps Nuit au paradis, parce que c'est comme toute mon archive dans lequel j'invite les gens à se balader, un peu comme quand je faisais des expositions thématiques pour les musées, mais là, c'est dans mes propres archives. Donc, j'expose un peu ma vie dans ça. Donc, c'était le premier projet qui m'amenait là, mais dans lequel le visiteur, donc la personne qui est là, peut faire sa propre rencontre. Donc, il y a des caméras en plus qui prenaient notre image. Puis, la question, c'est t'es où? Genre, c'est dans ce monde où l'espace de vie est de plus en plus médié par des machines, par les ordinateurs, où le physique et le virtuel se mélangent, où les gens avec qui on parle sont soit assis physiquement face de nous ou à distance, où on peut consulter des archives en ligne, on ne sait pas où c'est en ligne, on ne sait pas où c'est en ligne, mais tout à coup, ça apparaît sur notre écran. Donc, comment ça nous transforme? C'était un peu comme un autoportrait où je m'entourais d'archives qui étaient présentées de toutes sortes de façons en me demandant qui j'étais puis où j'étais rendu. Puis ce projet-là, éventuellement, est devenu Posture ou est devenu projet de téléprésence, téléportation, parce que une fois qu'on a des caméras, ben là, on peut s'en servir pour capter quelqu'un puis le transmettre dans un réseau de dispositifs semblables. Donc, c'était le premier projet de vidéo, c'est-à-dire d'espace immersif qui n'était pas, dont le visuel n'était pas généré par de la vidéo, c'est-à-dire fixe. Parce que la vidéo interactive, c'est comme du film, mais en fragments qui sont réorganisables. Alors que en 3D temps réel, comme ce que les jeux vidéo utilisent finalement, là, on peut changer à n'importe quel moment d'idée, de direction, d'intention, etc. Donc, l'interaction est beaucoup plus granulaire que dans la vidéo interactive. Et là, avec le développement des cartes graphiques plus puissantes, avec le développement de beaucoup d'outils
qui ont été faits pour les jeux vidéo, tout à coup, c'était possible dans l'approche, la mienne, qui n'était pas une approche vidéoludique, mais qui invitait les gens dans un espace 3D temps réel, plus d'un espace plus de déambulation ou d'exploration libre ou de rêverie, en fait, un espace de rêverie. Ça a donné le projet Théo en 2005. Est-ce que tu réponds à ta question Théo en 2010 par Tu es ici? You Oui. are here? Ouais. Oui, ça, c'est une commande de la Banque de Montréal à Toronto pour leur siège social, une exposition où j'ai eu envie de synthétiser, au fond, toutes les recherches depuis 10 ans là, dans un projet. C'est comme si j'avais... On est où? Ben, on est dans cet espace physique et virtuel, interconnecté, avec la possibilité de passer de l'un à l'autre. Donc, j'ai fait un panoscope, donc mon dispositif de projection immersive monocanal, 3D temps réel, dont l'expérience, quand on entre à l'intérieur, reproduit exactement ce qu'on a vécu pour y aller. Donc, on est au 68e étage de la Banque de Montréal à Toronto, avec une vue imprenable sur la ville. Et c'est l'étage des bureaux de la direction, mais c'est l'étage aussi de la collection, magnifique collection d'œuvres d'art de la Banque. Donc, beaucoup de tableaux, de sculptures, etc. Et donc, la première chose qu'on voit quand on entre dans le dispositif, dans cette petite salle-là, du 68e étage, on voit le 68e étage qu'on vient de traverser. Donc, on peut le revisiter virtuellement, c'est-à-dire de l'intérieur, on se promène dans le même étage, on voit les mêmes œuvres qu'on vient de voir, mais cette fois-là, comme on est dans un espace virtuel, on peut passer à travers les murs. Par exemple, si je peux passer à travers une œuvre, j'entre dans l'imaginaire de l'artiste qui a créé cette œuvre-là. Donc, il y a l'étage physique, tout à coup, à première vue, apparaît tel qu'il est, photographiquement réaliste, mais tout à coup, quand on traverse les œuvres et les murs, on se retrouve dans un espace fantomatique qui est hanté par les artistes qui ont créé les œuvres qu'on trouve dans la collection. Donc, Théo, c'est ça. C'est-à-dire, vous êtes ici, c'est que vous êtes ici, C'est ça, tu es ici. dans la collection d'œuvres d'art de la Banque, mais on peut la visiter d'une autre façon. Et puis, l'œuvre a été inaugurée en décembre 2010, c'est-à-dire exactement 50 ans après l'œuvre de Klein, le Journal du dimanche, Yves Klein, dans laquelle il publie son fameux Saut dans le vide. Et donc, j'ai fait quelques liens là. Je me dis, ça va être quand même fait en l'honneur de cette œuvre-là qui m'a beaucoup inspiré. Et d'ailleurs, j'ai trouvé sur le marché une copie de ce journal, l'original, que je te montrerai tout à l'heure, si tu veux. Mais Yves Klein saute par la fenêtre, en fait. Fait une simulation d'un saut par la fenêtre en disant, dans la vignette de la photo, « Je suis un artiste de l'espace, en conséquence, je vais y aller, tiens, je vais dans l'espace. » Et j'ai fait un lien entre mon expérience d'être au 68e étage de la plus haute tour de Toronto et du Canada, donc un genre de symbole du Canada corporatif, avec mon expérience du 11 septembre 2001, où j'étais au sol et que j'ai vu des gens plonger, sauter par la fenêtre. Et après, bon, que les deux avions se soient écrasés sur les tours et tout ça. Puis, parce que j'avais beaucoup réfléchi avant d'accepter la commande au fait que je devrais aller en haut d'une tour. Parce que pendant des années, moi, je ne voulais jamais aller dans une tour, jamais être pris dans une tour avec l'idée même là, d'être coincé là-dedans, ça m'empêchait de dormir. Donc, mais je suis quand même allé, puis donc le saut de Yves Klein par la fenêtre, on peut sauter par la fenêtre, en fait. Mais cette fois-là, c'est pas pour les mêmes raisons. C'est qu'on peut voler au-dessus de la ville. Et donc, c'est un clin d'œil ou enfin un lien avec une expérience très, très marquante que j'ai vécue en septembre 2001. Parce que j'étais à New York à ce moment-là, au pied des tours. Oui, j'ai vu ton vidéo à plusieurs reprises et puis c'est assez dramatique, troublant. C'est surréaliste. Ouais, je veux dire, c'est tellement surréaliste qu'on doutait qu'on avait vécu ça. Est-ce qu'on sait si Yves Klein, j'ai vu la fameuse photo à plusieurs reprises, est-ce
est-ce que c'est un trucage, cette photo-là? Oui, Ou est-ce il a atterri sur un matelas? Est-ce qu'il a survécu à ce saut? Est-ce qu'il oui, s'est oui, oui. blessé? Yves Klein était un judoka, très avancé, ceinture noire et tout ça. Et donc, il avait une maîtrise de son corps parfaite, et puis c'est une simulation. Alors, est-ce qu'il y avait un matelas en dessous ou quoi? J'en sais rien, mais en tout cas, c'est une simulation, et ça, on le sait, là, c'est avéré. Ouais. OK. Plateforme posture. Posture? Posture, plateforme posture. Oui. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce qu'on regarde? Plateforme posture. OK, alors, l'idée, c'était, parce que, bon, tu sais, les portraits, c'était la rencontre d'un visiteur quelconque, non moi, n'importe qui, avec un personnage préenregistré. À un moment donné, je me suis dit, je me suis tanné de scripter les conversations. Je me suis dit, ce serait bien plus simple de mettre deux intelligences face à face, puis de laisser les gens se parler comme on se parle normalement, mais à distance. Alors, j'ai remplacé, au fond, le lecteur vidéodisque et puis l'ordinateur, tout ça, par simplement un moniteur, une vitre, mais une caméra distante qui mettait une autre personne là pour que les gens puissent se rencontrer. Donc, c'est un projet qu'on a fait avec la SAT au début, en 1990. La première version de tout ça, c'était Rendez-vous sur les bancs publics, que j'ai fait avec Monique Savoie en 1999, ouais. Et qui a été un peu le projet de recherche ou recherche-création qui a lancé un peu le volet recherche-création de la SAT. Là, parce qu'après ce projet-là, qui a été bien financé, on a pu financer une petite équipe de recherche à travers plusieurs projets jusqu'à aujourd'hui, puis c'est devenu le Métalab. Mais une des pistes de recherche du Métalab, ça a été la téléprésence. Et donc, dans cette grande idée de téléprésence là, qui a fini par permettre à la SAT de connecter 21 salles de spectacle à travers le Québec en utilisant le réseau de fibre optique pour que tout à coup, on puisse penser de la performance théâtrale ou scénique non plus comme la scène et le public devant, mais les scènes et les publics agrégés de toutes sortes de façons possibles en fonction du talent des scénographes et des auteurs. Moi, mon intérêt, c'était plus la conversation interpersonnelle. Donc, le projet Posture, c'était l'exploration de l'évolution du projet Rendez-vous avec les technologies, tout ça. Puis, une des choses que, quand on a commencé à voir la vidéoconférence à travers, par exemple, Skype ou FaceTime ou ce genre de choses-là, c'était très 2D, très plat. C'est-à-dire qu'une vidéo de moi que tu regardes et une vidéo que toi je regarde, mais on peut se voir et se parler en temps réel. Puis, c'est très différent d'une conversation téléphonique. On est engagé dans une relation avec la dimension visuelle en plus. On n'est pas obligé de parler. On peut se regarder, on peut dire « Ah, tiens, tu as l'air en forme aujourd'hui » ou « Non, tu as l'air préoccupé, qu'est-ce qui ne va pas, grand-maman » ou choses comme ça. Donc, cette idée d'avoir une information visuelle pour enrichir la conversation à distance, c'était déjà évident dans Zoom, pas dans Zoom, mais dans Skype et FaceTime. Mais pour aller plus loin, l'idée, ce serait qu'on puisse être représenté en 3D, mais dans des espaces virtuels partagés. Puis c'était le début de la réalité virtuelle. Puis bon, nous, à la SAT, on avait des panoscopes, les dômes et tout ça. Comment est-ce qu'on pourrait se voir, non pas comme des avatars, mais comme des représentations, en guillemets, photoréalistes, 3D, de nous-mêmes. Donc, alors c'est ça le projet Posture. C'est qu'on a fait toutes sortes d'explorations pour permettre ça. Donc, la première a connecté le Musée des Arts et Métiers à Paris avec la SAT pendant une semaine en septembre 2011. Oui, en juin 2011 par contre, dans le cadre de Futur en scène. Et donc, à l'époque, c'était la tridimensionnalité, c'est simplement 4 caméras qui te voyaient de gauche, droite, arrière, devant, pour qu'on puisse avoir, mettons, qu'on sache si je suis devant toi ou à côté de toi, je m'approche, tu es plus gros, on est 3, quelqu'un nous voit par derrière, si tu me regardes moi, l'autre va te voir
par en arrière, comme dans la vraie vie, en fait. Puis la chose intéressante, c'était que dans un monde comme ça, espace 3D, temps réel, habité par plusieurs intervenants en direct, on peut reprendre les comportements, le body language qu'on a dans l'espace normal. Tu sais, comme je porte les vêtements que je porte, je me croise les bras, je me gratte, je déboutonne ma chemise ou je te montre un truc, tu vois exactement ce que je te montre. Donc, c'était évident pour moi que ça avait un intérêt. Et puis, après ça, on a eu une deuxième génération de ça à partir du moment où les Kinect ont été introduites par Microsoft, les caméras de profondeur. Là, on pouvait sortir de la boîte à 4 faces vidéo à une représentation à 3 Kinect qui te montrait au fond en volume. Et malgré que ce n'était pas de pleine résolution, c'était quand même intéressant de pouvoir reconnaître quelqu'un comme on reconnaît sur Skype les gens qui nous sont familiers. Alors, c'est ça le projet Posture. Ça a été le deuxième prototype a été présenté pendant une semaine entre la SAT encore à Montréal et FACT à Liverpool, qui est un centre d'artistes à Liverpool. Et donc, ensuite de ça, le projet a continué à évoluer un peu, mais il s'est arrêté parce que la SAT a priorisé autre chose. Mais pour moi, ça reste un projet qui est très, très important. Et si tu me demandes sur quoi je travaille aujourd'hui, il y a 2 choses. Donc, il y a ce projet qui ne s'appelle plus Posture, ça s'appelle T-Port, parce que c'est vraiment un projet de téléportation. Comment on peut arriver à capter quelqu'un en vidéo dimensionnelle et la téléporter dans un espace social, un espace virtuel partagé. Alors, il y a toutes sortes d'enjeux là-dedans, de latence, de résolution, de capacité des réseaux, etc. Mais bon, c'est des choses, avec le temps, toutes ces choses-là se règlent, se placent, et puis un jour, on va arriver à ça, mais c'est un projet qui n'est pas financé pour l'instant, malheureusement, qui est en recherche de financement. Et qui demandait beaucoup de financement? Oui, quelques millions. Oh là là. Okay. Ouais. Ben, quelques millions, ça dépend. C'est quoi le MVP? Le Minimum Viable Product. Je pense que si on pouvait monter une équipe de 3-4 personnes, des programmeurs de haut niveau et puis des gestionnaires de projets, puis qu'on pouvait s'assurer de leur collaboration pendant, disons, 1 année, on pourrait se rendre à ce fameux MVP, le Minimum Viable Product, en 1 an. Donc, on parle pas non, on parle peut-être 500 000 $, peut-être on pourrait y arriver. Ouais. McLuhan's Massage Parlor, 2011. Le salon de massage McLuhan. Le salon de massage McLuhan. Le médium, c'est le massage ou c'est le message? Alors, McLuhan était un rigolo. Hein? Il aimait beaucoup se moquer de lui-même et des autres et tout ça, mais il y avait des idées vraiment fondamentales sur ce qui se passait, ce qui était en train de se passer. Donc, l'idée, tous les textes de ce livre, qui est surtout un livre de graphiste, hein, de Quentin Fure, est un graphiste très, très à la mode là, dans les années 70. Et puis, il y a un éditeur qui a eu l'idée de prendre des textes déjà écrits de McLuhan, puis de les confier à ce graphiste-là pour qu'il fasse un livre. D'un autre genre, un livre visuel. Tu sais. C'est comme un genre de bande dessinée, au fond. Donc, McLuhan a dit, pas de problème, prends mes textes. Et puis, donc, l'autre, il n'y a même pas, au fond, c'était même pas son projet à lui, c'est le projet d'un éditeur. Donc, il a reçu la maquette du livre, il a dit, wow, c'est formidable, mais il y a une erreur dans le titre, c'est de medium is de massage. Donc, il dit, mais j'aime ça, on le garde. Alors, le titre officiel, c'est The Medium is de massage. Alors que sa phrase, c'est « The medium is the message », le message, c'est le médium. Mais lui, ça lui a plu, puis il l'a gardé. Ah, donc, c'est son côté un peu rigolo qui a fait ça. Donc, moi, j'ai continué sur le double sens. Donc, je dis, alors, si c'est le médium, c'est le massage, moi, je vais faire le salon de massage McLuhan. Parce que en immersion, dans le dôme de la SAT, c'est comme si on était dans un salon de massage neuronal, si tu veux. Alors, j'ai pris le livre intégralement et j'ai scanné les pages et je l'ai redéployé dans un espace tridimensionnel
dans lequel on peut se balader en 3D temps réel. Donc, c'est comme si on entrait dans le livre, puis qu'on revisitait le livre. Alors, j'ai travaillé avec mes amis Benjamin Bergerie et Luc Martinez pour les textes. On a enregistré des très belles voix qui lisent les textes du livre en polyphonie et qui jouent. Donc, on se promène dans une espèce d'univers visuel et sonore qui reprend un peu le contenu du livre. Donc, c'est ça le salon de massage McLuhan. Mais le livre, il est gigantesque. Là. On est comme, je ne veux pas dire dominé, mais c'est immense. Oui. On est... oui, mais en même temps, c'est ça. C'est la beauté de la réalité virtuelle, ou de l'immersion, c'est qu'on peut jouer avec l'échelle. On peut se rapprocher très, très proche des images, ça devient comme des textures, on passe à travers. Ces textures-là, on voit les choses de l'autre côté. Et donc, le défi, c'était la deuxième présentation officielle dans le Dôme de la SAT. Le premier, c'était un film de Jean Ranger. Et donc, mais c'était la première présentation 3D interactive dans le Dôme. Et le défi, c'était que les spectateurs eux-mêmes allaient faire leur propre spectacle. Donc, au centre du Dôme, il y avait un socle avec une souris et qui permettait de se déplacer dans cet espace. Donc, il fallait qu'un visiteur puisse aller au centre et explore ça pour que les autres spectateurs puissent voir quelque chose. Sinon, il n'y avait rien qui se passait. Est-ce qu'on tourne les pages avec la souris? On ne tourne pas les pages. Les pages sont comme des textures dans lesquelles on se déplace. Les pages forment une architecture explorable. Comme dans un musée, on se déplace là-dedans. Puis d'ailleurs, c'est intéressant, il y a une journaliste qui est venue, Catherine Viribili, qui est venue faire un petit reportage là-dessus. Puis elle a dit, et c'est drôle, elle a dit, elle avait l'impression que c'est elle qui avançait. Non, elle avait l'impression qu'elle était fixe et que les pages venaient vers elle. Parce que je disais, avance, avance. Puis là, elle faisait le contraire, contre-intuitivement. Mais j'ai dit non, j'ai dit, c'est toi qui bouges. Le livre est fixe, mais toi, tu bouges. Et donc, tout à coup, elle a complètement compris comment ça marchait. Et à partir de ce moment-là, elle a su exactement comment naviguer là-dedans. Tu sais, on a été entraînés devant nos écrans d'ordinateur, parce qu'on ne pouvait pas voir autrement, à ce que nous, on soit fixe, que le monde bouge autour de nous. Mais le monde dans lequel on est, physique, il ne bouge pas. C'est nous qui bougeons dans le monde. C'est la même chose dans le virtuel. C'est-à-dire que c'est nous qui bougeons dans le monde et pas... Et c'est pour ça qu'on pourra un jour, on peut déjà, en fait, comme c'était le cas dans Vous êtes ici, superposer l'espace physique et l'espace virtuel de façon à pouvoir aller de l'un à l'autre de façon fluide et transparente. Dans cette présentation-là, moi, je suis impressionné parce que c'est comme si le livre devenait des édifices, de l'architecture. Oui. Carrément. Oui. L'effet est surprenant, quand même. Oui, alors ça, c'était une commande de la Ville de Toronto pour la Nuit Blanche de 2011. C'était, je pense, le 100e anniversaire de sa naissance, de la naissance de McLuhan.